que là, moi, j'ai décidé de mettre les écouteurs juste pour avoir l'air un peu plus professionnel. Tu vois, on a l'air des vrais pros, là. Mais là, je me sens vraiment à la radio. Oui. Cool. Alors, après la pause, on continue. Après la pause, on soit deux frères qui nous parlent. As-tu déjà reçu 2 frères? Oui, puis c'est vraiment des bons gars. Ah, Mais ils ont l'air de ça. Il y a plein de stars pop au Québec qui m'ont réconcilié avec cette scène-là que j'avais boudé toute ma jeunesse, toute mon adolescence, toute ma vie d'adulte, où je faisais comme gang de vendus, c'est pas ce qu'ils font. Maintenant, tu leur parles, puis tu fais. C'est vraiment du bon monde. Ben, il y a des gros égos, là, mais il y en a que c'est vraiment des belles personnes, tu sais. Genre, j'imagine les boys de Cain doivent être smart. Oui. Je sais pas pantoute, mais j'imagine que... Mais c'est comme les 3 accords. Ben, j'ai tout le temps aimé les 3 accords. C'est pas un bon exemple. Mais tu sais, il y en a que je suis arrivé devant, que tu parles, genre Marie-Mé. Marie-Mé, c'est une des filles les plus smart qu'il n'y a pas. Ah ouais? Oui, elle a une belle culture punk. Elle écoutait beaucoup de punk jeune. Ah ouais? C'est t'es invité. Ben voilà, c'est dit. Marie-Mé, c'est vraiment une cool girl. Qui écoute de la bonne musique, ouais. Ah, je pensais pas. Oui, c'est ça que je te dis. On est surpris des fois quand on parle avec des gens puis que tu t'intéresses des fois à quelque chose de différent de toi. Ouais. Bon, mais tu te rends compte qu'il y a du monde crissement smart. Tu sais. Cool. Ben, bienvenue à Culture Punk. Alors, aujourd'hui, notre invité, Jo Roberge. Salut. Merci d'être là, Colin. Merci C'est vraiment le fun. Bon, moi, je voudrais savoir comment tu as découvert le punk rock. Je suis en 6e année et j'ai un gars qui s'appelle Jean-Philippe. Je crois que c'est Jean-Philippe Lambert, son nom. Et lui, il écoute beaucoup Guns N' Roses, puis genre Iron Maiden, puis il y a toujours des t-shirts cool. C'est quand t'es en 6e année, puis que tout le monde est habillé pareil, avec des t-shirts hors la loi, puis genre Louis Garneau. Et là, t'as un dos avec la tête à moitié rasée qui se pointe avec un chandail de Iron Maiden. Tu fais, hey, il est bien cool, lui. Fais-tu des tops? Puis non, il fait pas de top en 6e année. Mais malgré le fait combien des à l'époque, ça aurait pu. Ça aurait pu, c'est ça, je m'en dis, ça aurait tellement pu, pourquoi j'ai ri, là. Mais, et on se met à parler, puis là, une année, lui, il fait du skate. Fait que là, je me mets à faire du skate. Fait que là, tu te mets à te tenir avec des gens de skate. Puis il y a un gars qui s'appelle Laurent là-dedans, une année, qui me prête un CD. Qui me dit 2 CD. 10 Football, puis I Heard They Suck Live. Mais ça, c'est NoFX, l'album live, leur premier live qu'ils ont fait. Et là, je pars avec ça chez nous. Et là, je découvre quelque chose qui, vous l'avez connu, ce feeling-là, où tu fais wow, enfin quelque chose qui me plaît vraiment. Je me reconnaissais pas dans le rock, genre Guns N' Roses et compagnie, mais j'allais chercher dans Iron Maiden et ces types de musique-là un peu ce que je trouvais pas dans ailleurs. Tes parents écoutaient-tu genre du rock ou un truc de même? Pas vraiment. Mes parents étaient vraiment dans le genre tout ce qui est très dans les 80s, Scorpions. Je pense que c'est la chose la plus rock qu'ils écoutaient. Je pense que la chose la plus punk que j'avais entendue, c'est Cherry Bombs quand j'étais petit. OK, ouais. Il aimait un peu du John Jett. Ouais, c'est ça. C'était peut-être ça, mais mes parents étaient plus disco. Là, ouais. Je sais quoi. Donc, je grandissais pas dans une famille où le punk était... Ah non, mais ces 2 albums-là, mais surtout I Heard They Suck Live. Et là, je me suis mis à... Y a-tu d'autres groupes comme ça? Ah ouais, tu connais-tu ça? Et là, j'empruntais des cassettes, là. Nice. C'était des cassettes dans le temps. Des cassettes, et c'était rare les CD, mais genre, si t'avais un CD, t'étais cool, là. Et il fallait que je fasse super attention, parce qu'on avait un lecteur CD dans la maison. Puis que là, mon père était, qu'est-ce que c'est ça, cette musique-là? Et ma première cassette que je me suis achetée, j'avais été chercher I Heard They Suck Live. Ah, nice. Ouais, je passais les journaux, puis je m'étais payé cette cassette-là. Puis toi, t'as grandi à Repentigny? Repentigny, ouais, je suis un gars de Repent. Mais t'achetais où des cassettes? Music World. À Repent? Ouais, à Repent, aux Galeries Rive-Nord. Mais moi, avant ça, j'étais un gars de la campagne, tu sais. Moi, j'ai eu la chance dans la vie. Il y en a qui ne trouveraient pas que c'est de la chance, mais j'ai beaucoup déménagé. Et je suis né à Montréal, vraiment Montréal. Et après ça, mes parents, ils voulaient pas élever leurs enfants à Montréal. Fait qu'on est parti à la campagne parce que mon père venait de la campagne. Puis il dit, je veux leur offrir une vie de ferme, tu sais. C'est quoi la campagne? Saint-Félix-de-Valois, Sainte-Sophie-de-Lévrard, tu sais, genre des trucs creux, tu sais, avec des fermes. Nice. Là, et où on tirait de la carabine à plomb, puis que... Campagne. On jouait après des pénis de cheval avec un bâton. C'est vrai. C'est dangereux, se pencher un coup de sabot. Ouais, tu te mets sur le side, pas qu'il te frappe. On faisait des courses de graines de cheval. Je te jure, c'est vrai, avec mon frère. On avait chacun, mettons, on allait dans le box, là, on était 1, 2, 3, go. Puis là, on prenait un bâton, puis on faisait ça de même. Puis là, ça bande, puis ça allonge, man, un cheval. Là. Fait que là, c'était celui qui faisait allonger le plus son cheval. J'ai déjà fait ça.
En tout cas, si vous l'isolez, c'est Une très course? louche comme. OK, fait que la course. La course de graines de cheval. Oh, wow. Attends, c'est qui gagnait? Ben, c'est celui que le pénis était le plus long. Là. Aviez-vous, genre, t'es pas mesuré, c'est comment? C'est une graine est grosse en le regardant. Mais là. Tom Green, il faisait ça aussi, crosser vrai? des chevals. Ouais, Non, mais je ça, le c'était masturbais dans pas, un film, là. Il Ouais. faisait ça, là. Moi, je ne masturbais pas. C'était juste donner des petits coups avec un bâton sur le side. Puis lui, il capote. Là, Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ce film-là qui était traduit en français par Va te faire foutre Freddy. là. Ah, c'était bon, ça! Ah ouais? C'est quoi, elle est où, t'as le baron? Elle est où, t'as le baron, Freddy? Tu te rappelles-tu de ça? Parce que, Ouais. lui, il y a le baron, un Ouais. char là, décapotable, puis il naît son frère en disant... J'avais regardé ça quand j'étais vraiment jeune, ce film-là, puis je me rappelle que quand j'étais jeune, je trouvais ça bizarre. Mais c'est sûr, dans ma tête, c'était un film vraiment décousu, puis c'est sûr, si je le réécoutais là, je trouvais ça encore plus bizarre parce que. Ouais. Ben oui. Ouais. Ton sens de l'analyse là, Ouais. a évolué, là. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Puis quand on était à la campagne, à un moment donné, mes parents, ils ont juste décidé, ils ont eu une opportunité d'acheter une maison à Repentigny. OK, cool. Fait que là, en 4e année, 5e année, je suis arrivé à Repentigny. Fait que, tu sais, une partie de mon primaire, moi, j'étais un petit gars de la campagne sur un 4 roues. Et là, j'arrivais dans la banlieue où tous les petits gars étaient des petits gars à maman. Puis moi, j'arrivais d'un côté, tu sais, très cliché de région, là, où je tirais du gun, puis je crossais des chevals, là, tu sais. Non, mais tu comprends? Je veux dire, il y a vraiment un style au Québec. Ben oui. C'est ça qui est très Ben, éclectique. moi, je viens d'un petit village, là, fait que oui, là, je relate, là. Hey, en 2e année, je chauffais un 4 roues et on coursait contre un train. On attendait que le train arrive, là. Puis on prenait de la vitesse, on tournait, puis là, on essayait de courser contre le train. Tu sais, c'est 2 petits gars de 2e année. Je peux même pas concevoir, je ferais ça avec mes enfants, là. Ah non, ça va dans Ça ça. sonne Et mes parents, dangereux. là, c'était, allez-y, je rentrais de l'école, je lançais mon sac à dos, puis c'était, je m'en vais du cheval, OK? Puis j'arrivais, puis je disais à M. Lafont qui travaillait dans les tables, je prends Tigri, OK? Puis il m'aidait à le sceller, puis je partais, tu sais. That's it. C'est fou à quel point c'était une autre époque. Ouais. Fait que Ça quand je suis sonne arrivé- comme une belle enfance. Oui, c'était très cool. C'était très, très cool. Pas à plaindre. Ouais. Puis quand je suis arrivé à Repens, je m'emmerdais. Je trouvais que ça manquait ça bougeait pas. La chose qui bougeait le plus, c'était de jouer au hockey dans la rue. Moi, j'étais habitué de. Fait que, puis quand j'ai découvert tout le cinéma, et j'allais toujours m'enfermer au Plaza Repentigny. Genre, je passais les journaux, là, puis ça me coûtait 4,25 puis j'allais m'enfermer là. Et j'ai découvert ça après ça avec le punk rock dans les shows, mais ça, on va en parler plus tard, je pense. OK, cool. Crime. Fait que NoFX, c'est quoi, mettons, ton album préféré? Hey, moi, c'est vraiment pas le plus populaire en plus. Les fans de NoF vont me dire comme. Ah, moi non plus. Moi non plus, mais mon NoFX, préféré, c'est pas- C'est Ouais. Heavy Petting Zoo. Ah, OK. Qui est vraiment champ gauche. Là, il avait vraiment essayé quelque chose. Il y avait des sonorités qu'on n'était pas habitués. Mais je crois que juste à cause de Drop the World, le dernier track sur cet album-là, je l'écoutais pour m'endormir le soir, genre, Ok, cet ok, album-là. Parce que dès qu'il était sorti, je trouvais tellement la pochette écarte. C'est un gars qui crosse un mouton. Ouais, Ça c'est me ça. parlait, hein? Ouais. Tu réalises que ça me parlait finalement. Et, Moi, j'ai le EP, puis c'est un gars qui mange un mouton. ouais, il est en 69. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait. Fait que je dirais que c'est pas mal mon album préféré avec The Decline, qui est un EP aussi, là, mais je trouve que The Decline est comme indétrônable dans le pop-punk, là, je trouve. Là. Mais ouais, c'était ça. Mais ça a été une porte qui a été ouverte après. NoFX, je trouvais que c'était comme l'entrée de gamme. Ouais. Puis je pense que c'est parfait. T'sais, mon fils, c'est avec ça que je l'ai fait nice. découvrir ça. Puis Beru, ça a été les deux trucs. Je suis comme, Ouais. ça, tu comprends les paroles. Mais Il y avait quel âge quand il écoutait du Beru? Xaï il a commencé très tôt parce que dans ma maison, c'est ça qu'il jouait comme musique. Okay. On écoute de tous les styles. Je peux autant écouter du classique, mais mettons, si je suis sur une île déserte, le seul style que je vais emmener, ça va être du punk rock. That's it. Mais j'écoute de tout. OK. Et Xaï a grandi en écoutant autant à la claire que. Nice. On écoute Beru. Beru, c'est ça. Cool. Fait que Xaï, Anti-Flag puis Beru, ça a été ses deux premiers bands punk rock qui a Nice. trippé, là. Cool. Ouais. Puis est-ce que tu as déjà amené tes kids, mettons, en show, voir des shows? Ben oui, au Poudza. Nice. Ouais, à chaque année, on est là, ou presque. Et il y a une année, grâce à Hugo, on était backstage avec les gars de Anti-Flag, qui est mon band préféré, mais malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Ouais. Mais, tu sais, c'est le band que j'ai découvert à 15 ans, que j'ai fait, OK, eux, là, ils ont compris quelque chose que ben des bands punk n'ont pas compris. Ouais. C'est des bêtes. Je suis allé les voir en show, j'avais 15 ans la première fois. Puis tu fais, OK, c'est des bêtes de scène, ils ont quelque chose à dire. Je sais pas s'ils sont douches backstage, mais moi, les 2-3 fois que je leur ai parlé, ils étaient vraiment smart.
T'as-tu joué au hockey avec le bassiste? Ouais, j'ai joué au hockey avec eux autres. Puis j'ai eu la chance de les recroiser après ça à Music for Cancer, où ils étaient les headliners. Puis ils s'étaient rappelés de moi 2 ans après. Fait que Nice. Les gars se rappellent de moi. Je suis pas groupé beaucoup d'envie, mais eux, je l'étais. Ben moi aussi, c'est un band que j'ai trippé. Puis que justement, tu sais, quand j'ai su pour le chanteur, moi, ça m'a tellement blessé parce que c'était un héros. Tu sais. Ouais, ben moi aussi, c'était un héros. Puis j'étais comme, je peux pas croire, asti, eux. C'est assez horrible, hein? Mais j'ai adoré la réaction du band. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était de tous les call-outs qui ont été faits. C'est pas parce que c'est un de mes bands préférés, mais je te le jure que de tous les call-outs qui ont été faits, Anti-Flag a géré ça. OK, parfait. Ben, nous, même si Justin est notre ami, on a décidé de croire la victime. En temps et lieu, s'il y a des choses à être prouvées, ça sera prouvé. On se dissocie de Justin. Mais c'est la bonne chose à faire, je pense, dans ces ça cas-là. a pris quoi, 20 minutes? Je pense qu'il n'y avait plus rien qui existait dans Anti-Flag nulle part. Ouais. Leur compte, tout a été effacé. Le restant du band qui font « Hey, Justin, nous, va chier, on s'en va. » Puis parce que aussi, avez-vous vu ce qui s'est passé, comme je pense, comme relativement récemment par rapport à comment ça s'est passé? Parce que dans le fond, lui, quand le truc a sorti, le Justin, il a vendu sa maison. Il a comme mis sa maison en vente, genre en une semaine, elle s'est vendue. Il a déménagé en Irlande. Il habite en Irlande en ce moment, puis il a tout. Parce qu'apparemment, tu sais, comme il y a du cash, là. Ben, j'imagine, là. Ça fait 25 ans que les gars roulent. T'as-tu déjà vu les tour dates d'Anti-Flag? Comment ces gars-là ne refusaient... Ça tournait comme des malades. Depuis 25 ans, ces gars-là ne prenaient jamais de pause. Moi, ça me fascinait. Ils venaient 2 fois par année à Montréal. Tu regardais là, à tous les soirs. OK, demain, ils sont à Toronto. Après ça, à Buffalo. Après ça, genre à Détroit. Après ça. Et c'était tous les soirs. Tous les soirs. C'est le genre de band que, tu sais, mettons, des bands de même, quand ils vont tourner en Europe, tu sais, souvent, ils font 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de tournée, mais eux, ils pouvaient faire genre 5 semaines, 6 semaines où ils jouent à toutes les fucking soirs dans tous les fucking pays. Dans des grosses salles, là. C'est ça, devant des centaines ou des milliers de personnes. Mais c'est quoi? Moi, ce que j'ai aimé de ce band-là, c'est qu'il était capable aussi de dire, OK, dans cette ville-là, on vient dans 6 mois, on veut pas cannibaliser, on a un contrat avec mettons avec le Poudja, genre on a un contrat, on veut pas cannibaliser, mais on va aller jouer au Fouf, puis on l'annoncera pas tant. Moi, je me rappelle avoir, juste avant qu'il ait joué au Poudja, j'avais été les voir au Fouf, où on était 250. Puis tu fais, hey, t'étais au Métropolis l'année passée. Ben, comment ça s'appelle ça? Le MTLUS. Ouais, je suis un vieux. Le Métropolis dans nos cœurs. Ouais. Mais moi, je trouvais ça fascinant. Pourquoi, à soir, au lieu d'être chez vous, là, tu joues au fucking Fouf. Fait que ça faisait partie de pourquoi j'aimais ce band-là. Tu sais, il jouait. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le gars, il est plein de cash. Puis, ça fait. Puis c'est ça, moi, quand j'ai lu ça, qu'il était comme parti comme super rapidement, puis qu'il avait vendu toutes ses shit, j'ai comme fait. C'est ce que quelqu'un de coupable aurait fait. Exactement. Parce qu'en ce moment, la victime essaye de le poursuivre, puis ça marchera pas. Non. Parce qu'ils n'ont pas de preuves, ils n'ont rien. Ben non, en fait, ils ont les preuves. Ils ont tout ce qu'il faut, mais le problème, c'est que vu qu'il est rendu en Irlande, puis qu'il n'y a plus rien aux États-Unis qui lui appartient, il y a comme pas. Genre, apparemment que. Les avocats de la fille, ils ont dit que ça donne absolument rien. C'est ça. C'est comme, il est intouchable là-bas. Là. Mais tu sais, je défendrai jamais ce qu'il a fait. Mais même lui, ce qu'il avait écrit en disant, tu sais, c'était comme, il se dédouanait pas de tout ça. Il a pas essayé de s'enfuir, oui, en Irlande. Oui. Mais ce que je veux dire, non, mais en voulant dire, il a fait face à la musique en disant, écoute, moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette soirée-là. Ça se peut que j'aie fait ça. Faites ce que j'ai tout le temps dit. Genre, couper les liens avec moi, tu sais, c'était carrément ça de faire, écoute, ça se peut que je l'ai fait. Je pense qu'après ça, c'était pas un gars qui buvait, puis ce soir-là, supposément, qui était sous, puis que. Mais je pense que c'est un pattern qui revenait souvent, puis c'est. Il utilisait ça? Il y a eu plusieurs, il y a eu une personne qui est sortie en premier, puis après ça, il y en a une quinzaine d'autres, puis comme il y a des témoignages qui ont comme convergé. C'est pour ça que je me dis que les membres du bench, comme Chris, comment tu faisais pour pas le savoir? Mais en même temps. Non, j'ai déjà travaillé avec des gens qui ont été call-out. Je peux te jurer que jamais j'aurais pensé que c'est ça. Je pense que j'étais pas en tournée avec eux. Mais moi, ça j'y crois. Là, j'y crois aussi. Parce que, tu sais, même genre ton meilleur ami, je pense que tu le vois pas sous cette. Non, c'est ça. Justement. Je sais pas comment il est dans une. Mettons, moi, je vais taire des noms, mais mettons, quelqu'un de très proche de moi était call-out. De l'appeler puis faire d'autres là, tu vas me dire la vérité. Genre, moi, je me positionne où là-dedans parce que j'haïs ce que tu as fait si c'est vrai. Puis la personne fait, ben, tu sais, c'est juste que. Tu fais, Chris, j'étais là ce soir-là. Ouais. Puis quand t'es parti avec elle, t'as fait, tu sais, c'est comme. C'est ça, tu sais pas ce qui se passe dans la chambre. Fait que, tu vois, je savais pas, par exemple, qu'il y avait plein d'autres filles qui avaient call-out. Qui mangent la marde. Ben ouais. Yes.
Non, fait Fuck que- you, Justin. Fuck you, Justin. Fuck you, Justin, parce que non seulement ce que t'as fait, c'est dégueulasse, mais t'étais comme l'idole de jeunesse T'as de déçu. beaucoup de gens. Ouais. Beaucoup de gens, Ouais. tu sais. Moi, Anti-Flag, j'avais des... Ah non, j'ai pas ma veste, mais tu sais, j'ai encore La patch. la vieille patch. Non, mais... Il y a du monde qui avait des tatous qui étaient comme faut que je le fasse recouvrir, puis tout, puis j'étais comme Ça je reste sais pas. 25 ans de musique. Puis, il y a déjà eu un autre chanteur aussi avant c'est vrai. Justin. Ah ouais, je savais même pas ça. Ouais, sur l'album Ben, c'est là qu'il Die for the Government. Ouais, tu sais, c'est ça. un de leurs... Mais non, mais c'était un chanteur. C'était Justin Saint. C'était juste pas Number 2 qui était là. Non, c'était pas Number 2, mais il y avait un autre chanteur, un Ah gars de ouais. Pittsburgh, et que les gars s'étaient séparés de lui parce que il représentait pas les valeurs du band parce qu'il était tout le temps défoncé, il y avait des problèmes d'héroïne. Non, réécoute l'album. Ah ouais? Le 3/4 des chansons, c'est pas Justin qui chante. Ah ouais? Justin est vraiment devenu le leader sur The System Doesn't Work For You. Et après ça, il est devenu sur celui, comment ça s'appelle, non, avec Drop the Numbers dessus, avec les statues, la statue avec le drapeau New à l'envers. Kind of- A New Kind of Army. C'est le premier album sur lequel Justin est devenu Ben, il était lead dans le singer. groupe, mais il chantait pas. Exactement, Right? il C'est faisait ça. les back vocals. Ah, c'est ça. Le Chris est arrivé tout de suite Chris, après, ouais. Mais On a un fin connoisseur de anti-flag. non, Ouais, c'est non, ça. mais écoute, je suis fan fini. Là, tu sais, j'ai toutes les vinyles autographiées chez nous. J'ai les EP, Ouais. j'ai toutes. Là. Non, je suis vraiment... J'ai les baguettes de drum, j'ai les pics de guitare. Shit. Mes enfants avaient des t-shirts d'Anti-Flag. Là. Ah, ouais. Tu sais, moi, j'ai vraiment trippé. C'était le premier. J'avais les albums solo de Justin. C'était pour moi... Parce que j'allais en parler, là, parce que il y a eu une OF, puis après ça, c'est mon voisin que je salue à l'époque, Frank René, qui m'a ouvert sur Beru, Anti-Flag, sur tout ce qui était plus Politique. punk. Ouais, politique. Et là, j'ai fait... ça a été... je me rappelle être dans sa chambre, puis on écoute des albums, puis que je lis les paroles. Puis là, il me fait découvrir Barf, il me fait découvrir, tu sais, toutes les punk à chiens de ce monde. Là, Ouais, c'est ça. il y avait des Mohawks, mes amis. Là, tu sais, c'était des crados. Là, c'était pas des... T'as-tu déjà pensé, toi, jouer de la musique ou. J'ai eu un band. Ah ouais? Ouais. Ça s'appelait comment? Les fruits sauvages. C'était l'époque où les marmottes venaient d'exploser, Ok. les vulgaires aussi, les cowboys. Moi, je suis de Repent. Fait que c'était comme très... on prend un nom... tu sais, t'avais les ordures ioniques. Fait que nous autres, on s'était parti un band qui s'appelait les fruits sauvages. Tu jouais quoi dans le band? Je chantais. Ah ouais? Ben non, je gueulais. Ouais, je gueulais. Nice. Mais c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Puis dernièrement, justement, le drummer de ce band-là, qui est un de mes meilleurs amis, Pete, il était chez nous, puis il disait non, c'était pas super. Mais je disais non. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Mais c'est quoi? C'était mon petit lundi soir avec mes amis à jouer dans un sous-sol. Nice. À gueuler. T'avais quel âge, genre? J'avais 15. De 15 à 17, 18, j'ai eu un band. Puis on n'avait jamais fait vraiment de show. C'était vraiment juste pour le fun. Ben ouais. Puis tu sais, ce que j'aimais moi, ce que je retrouvais dans le punk, c'est qu'il y avait un côté éclaté où il n'y avait pas de... Dans le cours d'école, moi, jeune, j'aimais pas les gens. J'aimais pas le fait qu'il y avait la Ah ouais, clique hein? des comme ça, la clique des comme ça, la clique des... Et quand je suis arrivé dans une musique où tous les le monde losers se retrouvaient. Ouais. Tu comprends que je veux dire? Les geeks ont leur place. Tout le monde avait leur place dans ce style-là. T'arrivais dans un show où il y avait autant des filles que des gars. Les filles, je trouvais qu'ils rockaient, tu sais. J'arrivais au fouf, moi, à 17 ans, avec mes fausses cartes. Puis je voyais une fille qui crissait un coup de poing sur la gueule d'un gars. J'étais... Oh, wow, ça existe des femmes de même. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Non, mais tu ris, mais parce que Oh, ouais, il y a c'est pas bon. d'attirant dans... Tu sais, dans ce Ben, dans style des de gens qui sont filles-là. pas normales, faites dans le même moule. là. Ouais. C'est comme une espèce de. C'est fun de se retrouver entre nous autres. Entre tout croche, là. Ouais, entre Ouais. misfits, là. Puis de... Ouais, exact. Puis c'est ça que je retrouvais beaucoup. Puis Anti-Flag, je lisais toutes les paroles. Puis j'étais, mon Dieu, non seulement ils sont tout croche, je me reconnais dans ces gens, mais Ouais. ils aiment tout le monde, puis ils veulent inclure les gens, puis ils veulent dénoncer. Puis c'était comme, c'était devenu ma mission. J'avais des patchs sur tout mon linge, là. Nice. Ah ouais, nice. Ouais. Puis, je voulais... moi, je trouve que t'es comme un espèce de punk qui s'est comme introduit dans la sphère médiatique. T'es comme Ouais. un infiltré. Ouais. T'es comme un représentant de la culture qui est comme... J'étais un undercover. Ouais, c'est ça que je trouve nice. Puis, ce que je voulais dire aussi de ta série Papa, Ouais. la première scène, ça commence, c'est à Woodstock en Beauce. Avec un chandail de trio. Je suis en train de fourrer. Oui, c'est ça. Ok, j'ai pas vu cette T'as affaire. pas vu ça? Non. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est. Non, c'est aucunement Ok, vrai. ok. C'est juste que je trouvais que c'est la chose la plus pathétique à faire. Je me disais, ça se de même pour de vrai. Parce que, tu sais, il y a eu cette phase-là où, je l'avoue, je l'appelle ma phase de bas caracol, là, où, après le punk rock, où je me suis dit, c'est correct d'être révolté, de faire des manifs puis d'être fâché avec des cagoules, mais tu sais, il y a aussi la paix et l'amour, tu sais. Trio. Et là, je suis tombé dans ce mood-là, là, tu sais, plus voyageur. Et là, Backpack. backpack, là, j'ai fait, je sais pas combien de pays en pack-sac, tu sais. Puis
et j'ai comme délaissé le punk rock parce que c'était mon adolescence. Et là, j'étais rendu un gars qui écoutait du trio, là, en 2002, 2003. C'est quoi, toi, ton espèce de parcours académique? Mettons, tu finis le secondaire. Je finis mon secondaire et j'ai fini le secondaire. J'ai travaillé pour l'entreprise à mon père parce que j'allais éventuellement en hériter. Et c'était comme... tu sais, quand ton chemin est déjà fait. Puis c'est quoi l'entreprise? Il est photographe, mais de la photographie de sport. Il fait de la bannière sportive. Cool. Fait que, mettons, tu vas dans un tournoi de hockey, il y a des photos, puis les bannières qui sont accrochées en haut, les publicités de l'organisation. En tout cas, bref, il fait de ça. Puis c'est quand même une entreprise qui roule bien. Et mon père me disait toujours, ça va être à toi, ça. Ça va être à toi. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme, je vais avoir ça plus tard. Fait que je peux faire ce que je veux, tu sais. Un bon plan B. Ouais, c'est ça. Et j'avais toujours écrit, j'avais toujours rêvé de faire du cinéma, j'avais tout le temps, comme la noirceur des salles de cinéma me faisait tellement triper quand j'étais kid, à tous les jours presque. J'essayais de sneaker pour rentrer au cinéma au Plaza Repentigny. Ah ouais. Puis, comme je disais tantôt, je passais les journaux. Mon argent servait à deux choses. M'acheter des cassettes au Music World et me payer une entrée à 4,25 au Plaza Repentigny pour aller voir un film et sortir avant la fin, puis aller dans une autre salle. Puis... genre, je faisais que ça, là. J'aimais la noirceur de la salle, j'aimais être immergé dans un autre univers puis de pas être chez moi, tu sais. Est-ce que tu retrouves ça, cette espèce de noirceur de la salle, comme en humour, en stand-up? Oui. Est-ce que c'est un peu ça? Ben, je l'ai trouvé dans les salles. Moi, la première fois que je suis allé dans un show, de mémoire, tu sais, mettons, un gros show punk, de mémoire, là, c'était le lancement de Field Trip de Grimmskunk. OK. Et je suis complètement gelé. Et ils partent Mammoth's Dreams, le premier track sur le... Et là, je punk de quoi, là? Je suis en avant, là. Et c'est la première fois que je me retrouve dans un vrai gros trash qui est pas dans une école secondaire, dans un rangée de cases, là, tu sais. Et là, je suis dans le mosh pit, là, complètement gelé, et je gueule, et je m'amuse. Et ça, là, ce feeling-là, c'est comme une drogue. J'ai voulu le retrouver après ça dans d'autres shows, fait que je passais mon temps dans les salles de spectacle. J'ai comme délaissé le cinéma pour aller... D'un show. Il n'y a pas une semaine, j'allais pas voir minimum un show. Okay. C'était que ça que je faisais. Puis c'est quoi, mettons, le meilleur show que tu as vu, tout style confondu, mettons? C'est un show que t'as marqué. Tout style confondu? Ouais. Je dirais que Kenny Arcana, ah ouais? qui est une rappeuse... Qu'est-ce ouais, chez qui? Ouais. Kenny Arcana, c'est une des meilleurs performeurs live que j'ai vu. Ouais. C'est du rap français, du rap fâché, là. Ouais, c'est ça, vraiment engagé. C'est un activiste fâché. Moi, je veux dire du rap de fâché, là. C'est genre, il y a l'anti-émeute quand tu sors du show parce que tout le monde, c'est du Black Bloc qui écoute ça, puis ça veut tout casser. Puis je dirais que Kenny Arcana, c'est très difficile à battre. Souvent au Québec. Elle est venue une fois, et c'était au Club Soda, et j'ai rarement vu une foule se donner autant. Je vais t'avouer que Raised Fist, je les trouve durs à battre en spectacle. Ah ouais? Ouais. Raised Fist dans le hardcore. Tu les as déjà vus, toi? Non. Non. Ils étaient supposés venir à Trois-Rivières. C'est ça. Ils sont partis au Rockstage. Ça, il me semblait qu'il y avait une anecdote de Raised Fist qu'on avait jasé. Non, mais j'avais pas de billet, je pense, pour ce show-là. Okay. Mais. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu Raised Fist. Début 2000, live. Je sais pas si aujourd'hui ils sont encore aussi en forme. Là. Mais tu sais, il me semble qu'ils venaient souvent au Québec. Oui. Il y avait un fanbase, c'est des Suédois, je sais pas, ou Norvégiens. Puis il y avait un fanbase fort. Là, ils remplissaient le Spectrum genre régulièrement. Là. Et j'ai vraiment, ça fait partie aussi des top shows que j'ai vus. Et un autre band qui pour moi là, même s'ils ont fait de la grosse pop, je considère que si un jour il y a une biographie qui est écrite dessus, le monde m'a réalisé à quel point il était beaucoup plus punk que les gens pensent. C'est les Cowboys Fringants. Ben ouais. C'est ce band-là qui, oui, joue à la radio commerciale, oui, mais les membres du band, leur philosophie de la musique, de la commercialité de leur truc, ils n'ont jamais flashé nulle part. Ils ont jamais, tu les voyais pas en train de brag leur popularité. Et je trouvais qu'en spectacle, eux, ils étaient des bêtes de scène. Vraiment. Moi, voir un dos habillé en femme jouer de la bass, c'était la première fois que je voyais ça, là. Ouais, ben j'ai jamais vu le bassiste habillé en femme en show. Oui. Souvent, Jérôme, il arrivait habillé en marié, puis les gars se collaient, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est drôle, c'est correct que tu portes une robe, tu sais. Moi, je trouvais ça le fun. Fait que ça ferait, je te dirais, Raised Fist, Cowboy Fringant, je trouve ça dur à battre en spectacle. Kenny Arcana, pas mal le meilleur, j'ai jamais vu. J'imagine, ouais. Cool. Très déçu de NoFX en spectacle. Oui, évidemment, oui. Tu sais, comme des socs live. Ouais, c'est ça. C'est à tous les fois, ils envoient chier tout le monde, ils oublient des paroles, ils se trompent dans leur musique. Mais en même temps, ça fait partie du charme de tout ça, là. Mais... C'est Fat Mike, je pense que je les ai vus 10 fois, 12 fois en show, puis
10 fois sur 12, c'était pas très bon. Non, moi, la seule fois que j'ai vu qui était vraiment bon, c'était au Metropolis, longtemps, puis on jouait de Decline. Hey, ça, je me rappelle de ça. Il jouait 2 soirs de suite. Ouais. Et moi, j'avais juste des billets pour un des 2 soirs et ce n'était pas le calice de soir. Moi, tout, c'était même affaire. Tous mes amis, les gens, je travaillais le lendemain, puis tous mes amis, genre, m'appellent, gros, ils ont joué de Decline! Tu sais, genre, pour le reste, je capotais, puis c'était pas la première fois que je les voyais, puis j'étais comme, Chris, ils sont fucking bons ce soir, puis moi, les autres fois que c'était pas bon, moi, j'aimais ça, j'étais comme, c'est ça, NoFX. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'était un show, mais la pire fois que je les ai vus, c'était au Vans à un moment donné. Puis j'étais avec mon ami Eric, OK? Puis lui, c'est la première fois qu'il voyait, puis c'était un hostie de fan, OK? Puis au Vans, ce set-là, ils ont fait pendant 20 minutes, ils rentrent sur le stage, puis il y a une tune qui joue Nobody wants to admit, but everyone's a little bit racist. Puis là, genre, eux autres, ils dansaient là-dessus, OK? Puis tout le monde était comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis pendant un gros 15 minutes, c'était juste ça. Puis tu sais, au Vans, les sets, c'est 45 minutes, gros max. Gros et toi à jouer, là. Puis là, le monde était piste. Puis genre, ils ont joué. C'est en quelle année, ça? Parce que je suis allé souvent. Ça doit être 2009, je dois être le dernier. Non, le dernier que je suis allé, je pense. Puis pour de vrai. Quand même bon, moi je trouve ça drôle. Moi je préfère genre. Puis il parlait beaucoup, il a quasiment pas joué de tune, puis après ça il était comme fuck NoFX, ce type. C'est le Vans qu'on a perdu nos clés. Puis ok. Fait que bref. Mais j'ai vu les Marmottes il y a pas longtemps qui ont fait quelque chose de similaire. Ah ouais? Les Marmottes ont joué au Vieux Palais de l'Assomption, qui était, je vous le recommande fortement. J'ai déjà joué là, puis je rejoue là le 15 mai, le 15 mai, je joue là. C'est tellement le fun comme avec ça. Avec les Dorothées. Ouais. Ah, tu vas être là avec les Dorothées? T'es sérieux? C'est des grands chums. Puis Mathieu, qui est le chanteur, le lead singer, c'est le writer sur tous mes projets. C'est avec lui que j'écris Fiston, c'est avec lui que j'écris Contrat de gars, c'est avec lui que j'écris la série Papa. Il joue dans Papa, et il fait le gars du Pet Shop, avec une petite moustache qui a toujours un rat sur son épaule. Mais... Avec le petit perroquet, faut qu'il prenne un accédé. Ouais. C'est cool ça, la salle est vraiment cool. C'est parfait comme endroit. J'ai joué là pour la première fois comme il y a 1 an. Avec mon band, puis là, c'est ça, je suis content d'y retourner là, au mois de mai. Là, agréablement surpris de la qualité du son, moi. Ouais. Pour une vieille salle hantée, mais dans un vieux building qui est pas fait pour ça. Et j'ai vu Vulgaire Machin, j'ai vu les Marmottes là dernièrement, et les Marmottes sont montées sur scène, et les 10 premières minutes, ce n'était que le département des fromages qui jouait. Qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur leur premier album, la chanson numéro 7 sur le CD. Tu sais, je suis à cet âge-là, moi, de dire les numéros de chansons. La 7, si je me trompe pas, s'appelle le département des fromages. C'est juste un beat Casio qui joue pendant 2-3 minutes. Et les gars étaient sur scène et ils se tionnaient, faisaient leur affaire. Et t'avais juste ça que tout le monde qui attendait. Et pendant 10 minutes, ils n'ont pas joué. Moi, j'ai ri, en pleuré de rire. Et mes amis étaient en tabarnak. T'es Chris, tu joues juste 1 heure, man. Joue donc. Et là, quand le set a fini... Puis là, tu fais comme, ils n'ont pas joué telle tune. Ils auraient pu jouer ces 3-là au lieu de nous regarder pendant 10 minutes, puis j'enfermer les yeux, puis se déhancher. Mais moi, personnellement, je trouve ça... je trouve ça très drôle, puis tu vas pas ça nulle part ailleurs. Qu'est-ce que c'est drôle, puis on était là pour ça. OK, puis j'ai une autre affaire, j'ai goût de parler. Moi, ma blonde, elle enseigne, OK, en psycho, puis elle a un cours qui s'appelle... c'est Introduction à... je vais le dire comme du monde, là, parce que sinon, on va m'haïr, là. C'est ça, c'est son cours Introduction à la sexologie, OK? Puis, dans ce cours-là, elle arrive dans un chapitre, c'est Développement, identité de genre. Puis elle, ça fait 3 ans qu'elle fait jouer ton vidéo masculinité... La masculinité toxique. Ouais, c'est ça. Fait que, merci, c'est bien cool. Ouais, c'est vraiment cool. Hey, ça, là, je pensais jamais avoir un impact avec cette vidéo-là. Moi, je l'ai peut-être déjà vu, mais ça me dit rien. C'est quoi? C'est avec Mage, une émission avec Radio-Canada. Ils m'ont approché à un moment donné parce qu'ils m'avaient entendu dans une entrevue parler de masculinité toxique. Puis j'étais comme, Chris, moi, ça a été mon moteur à rire de la masculinité. Contre le gars, c'était vrai en 2009, là, tu sais, exactement. C'était hilarant. Là. Ça a tout été mon moteur, moi. Le fiston, papa, tu sais, le d'autre qui veut tant. Puis le gars, moi, je suis un père, moi, je suis un vrai gars, Chris. Puis ça fait donc rire. Fait que j'ai accepté le mandat. Puis je devais composer un texte qui allait durer 4 à 5 minutes sur ce que je considérais être de la masculinité toxique. Fait que moi, je me pointe là, je fais le texte, je m'en vais.
Un an plus tard, j'étais assis dans un restaurant, je reçois un téléphone, je viens de gagner un Gémeaux pour ça, je savais même pas que j'étais en nomination. Je savais pas que t'avais gagné un Gémeaux. Ouais, on a gagné un Gémeaux avec ça. Ouais. Puis j'étais comme fuck, j'étais au petit Alep à Montréal en train de manger, boire un verre de vin. Mon gérant qui disait hey, on a gagné. Puis, fuck, je savais pas. Et ce texte-là, il venait vraiment du fond du cœur, tu sais. Puis je pensais pas qu'il allait avoir cet impact-là. Puis c'est fou de voir que ça résonne, même dans un cours. Ben oui, ça fait 3 ans, elle passe tout le temps quand elle parle d'identité de genre, puis c'est excellent. Fuck yeah, man. Fuck yeah, vraiment content. Je l'ai montré à mes enfants, mon plus jeune ne comprenait pas trop. Il y a 6 ans, puis OK. Mais celui de 14, je suis très fier de ce que mon gars de 14 ans est. Nice, ben c'est sûr. Puis c'est vraiment un beau message. Puis là, ben là, on est un peu dans l'air du podcast de Marl que j'ai vu que t'as commenté. Puis moi, je trouvais ça drôle. Ben on sait pas qu'on parle, le Lucide Podcast. Ouais, moi, j'étais comme, on dirait une épisode de contrat de gars, mais genre fait par du monde sérieux. Puis là, j'étais comme, j'ai vu que tu l'aurais écrit ça. J'étais crampé. La semaine d'avant, j'ai reçu un message de Alex, avec qui je faisais contrat de gars. Donc, 2 semaines avant que toute cette affaire-là parte, là, avec le Lucide. Et il me dit, dude, regarde ça. Et ça avait genre 368 views sur YouTube. Là. Ouais. Et c'est quelqu'un qui avait envoyé en disant, Chris, on dirait contrat de gars. Fait que moi, j'écoute l'épisode au complet. Oh my God, OK, t'as réussi. T'as réussi à écouter ça. Mais je te le jure sur la tête de mes enfants que les 10 premières minutes, je me disais, ces gars-là, c'est des génies, man. Genre, ça doit être 2 jeunes humoristes, genre de la relève ou genre de l'École nationale de l'humour, qui portent des lunettes fumées, man, puis qui se sont tirés, là, quasiment en chest ou en camisole pour parler. Puis là, j'étais comme, allez, on dirait du Andrew Tate, mais version Wish, tu sais. On dirait une version bas de gamme de Andrew Tate. C'est exactement ça que c'est. Et là, les gars parlent, puis là, j'écoute un épisode complet, puis je suis comme, OK, c'est moi qui n'ai pas catché le 2e niveau. Parce qu'au début, je riais, mais à un moment donné, j'étais, hey, c'est violent un peu ce que tu dis. C'est même plus drôle. Il n'y a pas de gag. Non, c'est ça. Tu sais, une année, contre le gars, il n'avait pas de gag, mais le fait qu'on criait, puis qu'il y avait des images, ça rendait ça drôle. Parce que tu prends le texte de contrat de gars, honnêtement, c'est pas drôle. Je vous le jure, là, réécoutez des contrats de gars, là, puis dites, OK, maintenant je le lis en texte, il n'est pas performé. C'est juste le mot Jean-Claude Van Damme, 2 points d'exclamation. Elle s'appelle Marie Gauze. Contrat de gars, c'était en 2009 que ça commence? 2009 à 2012 à peu près. Fait que 2009. Oui, il y a des affaires de contrat de gars que, tu sais, mettons, Éric Lapointe-Faucon. C'est genre, c'est main courbée, genoux fléchés, note contrôlée. Je suis contrôlé pour ma clope. 2009, 2010, 2011, moi, j'étais au cégep à ce moment-là. Ouais. Puis, c'est que ça, j'avais regardé ça, puis les vidéos, j'ai trouvé drôle. Mais après ça, j'ai réalisé comme l'espèce d'impact du truc quand j'avais des amis gars dans mon entourage qui répétaient ces trucs-là à voix haute, en dehors du contexte, puis que c'était comme supposé être drôle, mais moi, j'étais comme je suis pas sûr que comme la ligne a été tracée à la bonne place pour toi. Puis genre dans ma tête, moi, c'est là que j'ai réalisé un peu, on peut comme les niveaux d'humour, puis pourquoi quelque chose doit être drôle, puis quelqu'un qui le prend pas de la bonne façon un peu. Ce qui est le fun avec Contrat de gars, c'est que tu pouvais sortir dans un bar à l'époque et que des gars venaient te demander. C'était à l'époque où les autographes, c'était encore comme. Ça existe putain, les autographes. J'en ai signé un pour. Ça devait faire 3 ans que je n'avais pas signé. Hier, j'ai vu Chris Cresswell signer un vinyle. Ben, c'est sûr. Mais... Ben, des vinyles ou des livres, j'en signe. Pas des vinyles, mais des livres, j'en signe encore. Ou des billets de spectacle. Mais genre, une signature pour une signature. Je l'ai fait, genre, dans un restaurant il y a pas long. Mon fils, était comme, qu'est-ce que tu fais? Signe mon napkin. C'est ça que j'ai fait. J'ai signé une napkin. Là, mon fils de 6 ans était. Pourquoi elle veut que tu mettes ton nom là-dessus? Il comprenait fuck all, lui. Mais, bref, contrat de gars, lorsque je sortais dans les bars, j'avais 2 types de personnes qui m'approchaient. J'avais, tu sais, le gars qui te pogne par la nuque en faisant go, si on passe des doigts pis on rappelle pas. C'est drôle, ça, tabarnak. Lui qui cache pas la joke. Ouais, pis là, t'es comme, hey, cool. Hey, gros, man, viens signer mes tires de char dehors. Pis là, mais ça, c'est des jokes, là? Non, c'est fascinant. Et là, après ça, t'avais... mais signer mes tailleurs de char, c'est crissement drôle. C'est un petit bon gars. Je te jure que ce que je vais te dire, c'est vrai. Alex pourrait confirmer. OK, à un moment donné, je m'excuse, je veux pas rire de toi à Québec si tu entends ce balado. À un moment donné, on venait de finir un show à l'Impérial à Québec. Puis c'était une des premières fois qu'on faisait contrat de gars sur scène.
On l'a pas fait souvent parce que c'est quoi contrat de gars sur scène? c'est juste. Hey, c'était une question que j'avais en plus. Ouais, C'est on l'a cool. fait, mettons, même pas 5 fois peut-être. C'est un show. Ça va être débile. Ouais, c'est un show comme d'humour. théâtre, Ouais, mais mettons, on animait la soirée. Puis là, mettons, on présentait les prochains artistes. Puis on avait 2-3 numéros. Puis il y avait des stand-up. Ouais, entre ça, entre les deux personnages, tu sais. On l'a fait au show 3X, au Zoo Fest en 2012-2013. On l'a fait une année en rodage au Club Soda, on l'avait essayé. Dans une soirée d'humour. On l'a essayé, on l'a fait à l'Impérial à Québec parce que c'était les coms là-bas, les jeux de la com. Puis je pense qu'ils finalisaient tout ça. Ils avaient demandé d'animer, quelque chose de même. Puis là, on avait animé le show, puis on avait fait un segment contrat de gars. Et c'était dans le pic, là, quand c'était vraiment de thing. Là. Et on sort après dans un bar et il y a des gars qui ont essayé de rentrer. Je me rappelle, on est assis dans une genre de banquette, on parlait avec du monde. Et il y a un doorman qui vient nous voir, puis il fait « Hey, excusez les gars, pouvez-vous venir à l'accueil parce qu'il y a un gars qui veut rentrer avec une tank de propane. » C'était deuxième niveau. Ça, C'était pas- Non, c'est ça. Ben, peut-être que oui. Hey, Lui, là, c'est débile, ça. fait que, tu sais, on signait j'ai signé des tanks de propane. Un gars complètement sous me demandait de signer une photo quand les téléphones intelligents venaient d'arriver. C'est pas tout le monde qui en avait, genre en 2009, 2010, tu sais. Juste les alphas. Le gars se pointe avec son téléphone, puis c'est une photo de moi puis Alex, tu sais, qu'il a trouvé sur Internet. Puis il me demande de l'autographier, mais il est complètement défoncé. Sur son c'est autographier le demain, téléphone. tu vas le regretter, bro. Puis là, on est dans un bar, puis j'essaie d'y gueuler ça dans les oreilles. Non, c'est là, tabarnak. Fait que on a signé un téléphone aussi. C'est dans mes drôle. Sharpie, ouais. Bon. Ouais. Fait que Ben, c'est ça, Mais le je pense, lucide, moi, j'ai juste vu le court extrait où il dit qu'il faut mettre nos Laisse pas blondes ta blonde aller au festival. dans des festivals. Mais c'est pour ça, pour faire la pub. C'est vrai, ben, on l'a fait tout de On suite. l'a fait T'es-tu prête? Non. OK. Pas de suite. Le On bon va pas concept de on va pub. pas- nous n'allons pas tout de suite en pub. OK, c'est bon. C'est ça. Et les gars, j'ai pensé que c'était du contrat de gars au départ. Puis là, ben, moi, j'ai écrit que c'est n'importe quoi. Tu peux pas. Ouais. À quel point ces gars-là sont à côté de la Mais c'est Ce qui est fou. fascinant, par contre, c'est que ces gars-là existent. Non seulement ils existent, mais il y en a une gang qui vont être influencés par ça. Ouais. Tu sais. Ouais. Puis c'est ça que ces gars-là réalisent pas, l'impact négatif. Parce que, tapez-moi dessus si vous voulez, mais moi, je crois qu'ils ont le droit à leur opinion. Absolument, Même si absolument. je suis pas d'accord avec Absolument. leur opinion. C'est ça, vivre en démocratie. Absolument. Puis je vais écouter ton point de vue. J'ai le droit de pas être d'accord. Tu veux rabaisser une femme? Fais-le. Je suis pas d'accord, mais fais-le. Par contre, en ce moment, tu vas influencer beaucoup de garçons. Et là, j'ai vu beaucoup de hate envers ces gars-là. Puis je suis comme, OK, attends une minute. Il faut qu'on se mette à 50 pieds avec du recul. Est-ce qu'on fait la bonne chose de l'envoyer de la haine ou ils vont se primer puis se monter une armée après? Tu sais, c'est comme. Ah ouais. Ouais, Est-ce que ou tu vas- d'être encore plus. Mais c'est sûr que, tu sais, avec la liberté d'expression, eux ont le droit de dire. Même si on n'est pas d'accord, même si ça n'a pas de style de bon sens, ils ont le droit de le faire. Nous, on a le droit de dire que c'est des hosties de jambon. Ouais. Parce qu'on a le droit aussi à notre opinion. ouais. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, si, mettons, ils se reculent puis ils font ça vraiment encore plus caché, mettons pas sur YouTube, ben là, c'est encore plus dangereux parce que là, c'est encore plus T'as fermé. une cellule weird. Ça vient Ouais, c'est vraiment ça. d'une Fait que- cellule plus fermée. Fait que laissez-le faire. Puis, tu sais, honnêtement, c'est dangereux, mais je veux dire, ils sont vraiment bas de gamme. Ils n'ont pas de reach. Puis la plupart du monde, ils les trouvent vraiment jambon. Puis, tu sais, ils ont peut-être une couple de followers, tout ça, mais tu sais, je veux dire, Faut espérer qu'ils n'en gagnent pas d'autres. tu sais, honnêtement. Convainc pas des petits gars de 14-15 ans. tu sais, non, c'est ça. Puis je veux dire, malheureusement, c'est ça. Je pense que le projet va mourir dans l'œuf. là. Je pense pas que. Mais moi, ça me fait penser. L'an dernier, je travaillais comme intervenant musical dans une école secondaire. Puis, c'est que là, je côtoyais souvent des jeunes de comme entre, mettons, 14 puis 17 ans qui voulaient apprendre à jouer de la musique. Puis, il y en a un en particulier qui ça m'a vraiment marqué parce que lui, dans le fond, à un moment donné, il s'est engueulé avec... c'était des ateliers, des fois, qu'il était en équipe de 2-3 élèves. Puis, il s'est engueulé avec une fille devant moi par rapport à Andrew Tate. Parce que lui, il voulait le défendre absolument, puis tout. Puis, genre, j'ai eu une grosse discussion avec par rapport à ça. Puis, ça m'avait vraiment touché, marqué que, genre, lui, il était comme... Tu comprends pas, là, tu sais...
moi, je veux devenir un homme, un vrai, puis tout. Puis tu voyais, tu sais, comme il y a 16 ans, il est comme en pleine question. Il se cherche, puis tout. Puis il voit un gars avec des Lambo, puis il me disait, genre, parce que, tu sais, faut pas que, tu sais, un homme, c'est pas faible, un homme, ça provide pour sa famille. Va falloir que, genre, je vais avoir des responsabilités dans pas long, puis, tu sais, les femmes sont. Tu sais, il y avait vraiment une espèce d'idée, genre, comme les femmes sont inférieures. Mais j'ai l'impression que tu te mets en tant que personne, de genre, hey, faut que je sois fort, faut que je sois un pourvoyeur. Mais ça, là, tu ouvres une autre porte dans laquelle je trouve ça difficile d'aller, OK, puis de donner mon point de vue ces temps-ci, parce que je veux pas être catégorisé de masculiniste, mais t'as raison sur le fait qu'il y a cette pression-là que ces gars-là se mettent et qui est difficile pour un garçon en ce moment. Absolument. De se dire, OK, je n'ai plus à être un pourvoyeur. Il y a maintenant, on est deux. J'ai plus à. Mais c'est tellement ancré en les garçons. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a autant de dépression chez les hommes, puis autant de gens qui vont pas bien. Mais moi, par rapport à comme ce jeune-là, au lieu de comme d'essayer d'y aller avec une espèce de. Tu sais, comme j'aurais pu aller à faire comme. Ben non, tu sais, comme c'est toute la bullshit, Andrew Tate, blablabla, tout. J'essayais genre de tout revirer un peu en, tu sais, mettons, mais tu sais, mettons, mets-toi dans la place, mets-toi dans les souliers d'une femme, mettons, est-ce que tu aimerais ça que tu te fasses traiter comme ça par un homme? Puis j'essayais tout le temps de revirer ça un peu, genre avec de l'empathie puis tout. Puis je voyais qu'il était comme un petit peu boqué puis tout, mais j'étais comme, ben regarde, moi je peux pas rien faire d'autre que d'essayer de l'écouter, puis d'essayer de donner une espèce de input par rapport à ça. De mon point de vue de gars qui a 2 fois son âge, là, tu sais, c'est comme... tu sais, Puis malheureusement, c'est ça, cette pression-là, je trouve que c'est dangereux. Puis je trouve que dans les dernières années, on essaie de déconstruire ça, tu sais. Puis là, t'as un discours complètement qui est comme, mais là... Tu sais, qui est totalement à l'inverse, puis qui est juste super nocif, parce que, tu sais, cette pression-là de genre, hey... c'est nocif autant pour les femmes que pour les gars. Oui, c'est nocif. Le gars qui reçoit ça, il réalise pas à quel point c'est pas bon pour lui aussi de se mettre cette pression-là. Tu sais, je trouve ça tellement... tu sais, voyons donc, tu sais, de dire que... Tu sais, qu'un homme, tu sais, combien de gars, mettons, qui jouent au hockey, qui auraient peut-être bien aimé ça, genre faire du patinage artistique. Puis on associe des affaires tellement niaiseuses que, genre, ça, c'est pas homme, c'est pas viril, mais on s'en calisse, on invente ces termes-là, puis que ça devrait pas être genré des métiers ou des... Tu sais, Christ, c'est pas parce que, justement, genre, toi, t'as le goût d'être infirmier que, genre... T'es moins homme. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... On associe des affaires qui, je trouve, qui sont tellement niaiseuses. J'ai de la misère. Moi, j'ai de la misère avec... Parce qu'en ce moment, beaucoup, avec Internet, on a comme accès à tellement d'informations, puis tellement on a tellement de choix devant nous que j'ai vraiment de la misère à essayer de comprendre le point de vue des gens qui voient les trucs super binaires. Super, soit ça, soit ça, soit ça. La guerre, la religion, tout, whatever. Fait que je suis comme... Je sais pas comment ouvrir les esprits. Vu qu'on a Internet, on aurait... T'ouvres une porte là, en ce moment, là, puis t'as dit quelque chose que... Dernièrement, avec des amis, on avait comme un léger débat, genre, autour d'une table, sur le fait que même que je trouve qu'on vit dans une époque où il n'y a plus de zone grise. Exact. C'est tout noir ou tout blanc. Mais malheureusement, c'est pas ça la réalité. Ben non. La réalité a toujours été que c'est d'une gradation. Il y a des couleurs, ça part de blanc, ça va jusqu'à noir, mais il y a du gris pâle, du gris foncé. Et en ce moment, tout le monde est très radicaux. Et si t'es pas capable de comprendre le point de vue de quelqu'un, de celui qui est devant toi, je crois que ça fait preuve d'un faible QI. Oui. Autant à gauche qu'à droite en politique. J'aime pas l'extrême droite, je l'aimerais jamais, mais je vais essayer de la comprendre. Tu comprends? Non, puis l'extrême gauche non plus est pas mieux. Je veux les comprendre aussi. C'est ça. Ils ont pu se rejoindre à un moment donné un bout, puis... Exact. De dire que tout est de la merde, ce que j'ai fait pendant des années. Adolescence, c'est correct, mais tu sais, je croise des adultes qui ont genre 37 ans, 2 enfants, mais que tout est de la merde encore, puis tu fais... C'est difficile pour réfléchir à l'avenir aussi, puis avec des enfants. C'est comme... honnêtement, tu sais, si toi, t'as un goût que ta femme reste à la maison, puis elle a le goût de faire ça, mais Chris, let's go, vis ta vie, man. Chacun. Mais c'est ça, puis c'est bien correct, chacun vit sa vinaigrette, mais ou tu sais. le contraire. Ou le contraire. Tu sais, si toi, tu dis, hey, on a eu un enfant, moi, l'homme dit, OK, moi, je vais rester plus à la maison, je vais faire moins d'heures, pousse ta carrière, let's go. Tu sais, fait qu'il n'y a pas de modèle. C'est ça, un gars, c'est ça, une fille, c'est ça. Ce que je trouve fascinant en ce moment, c'est que les deux côtés, là, avec les réseaux sociaux, là, on vit ça énormément depuis 5-6 ans. Là. La pandémie a accentué tout ça là, parce que tout le monde était chez eux avec une loupe dans les mains pour son opinion. Mais c'est rendu...
que si moi je le fais, c'est parce que j'ai raison, puis toi t'as tort. Mais non. Et ça, je trouve ça fascinant. Puis dernièrement, j'étais assis avec quelqu'un dans un salon et on écoute la télé et il y a une pub de pick-up qui passe, tu sais. Et la personne fait juste dire, si que les chauffeurs de pick-up, c'est des crises de trous de cul. Puis là, je suis comme, what the fuck? Gros pick-up, asti de pollueur. Ben, moi, mon ami, il y a une entreprise qui coupe des haies, là, puis il a besoin d'un pick-up dans la vie. Oui. C'est un gars de gauche, puis c'est pas un grand pollueur, parce que, ben oui, il a pas le choix d'avoir un pick-up. C'est juste que c'est difficile en Yaris traîner des coffres à outils. Tu voyages une fois par année, t'es un grand pollueur. Ouais, c'est ça. Tu prends l'avion, t'es un grand pollueur. Mais la personne qui dit ça a des dreads, puis fait le tour du monde en pack-sac, puis pense qu'elle pollue pas, tu sais. Puis t'es comme, mais Chris, tu reviens de l'Europe, aller-retour en avion, c'est 15 ans de pick-up, ça. Ben oui, c'est ça. Lui, il laisse pas un gros douchebag parce qu'il a ça nécessairement. Il a le droit de l'avoir, tu sais. Non, c'est ça. Il y avait un band récemment, un band français qui avait dit un truc genre on veut venir on a comme 2 opportunités de venir au Québec, mais comme on veut en fait une fois au Québec puis une fois en Floride, on a fait la même pour jouer les shows, mais on veut juste choisir un des deux parce que écologiquement parlant, ça serait un désastre de prendre l'avion 2 fois. Puis j'étais comme ouais, là l'avion va voler sans toi aussi. Ouais, non, mais genre je comprends, mais tu te mets une pression. Tu mets une pression, ouais, c'est ça, avec ton affaire, la pression de l'empreinte écologique, là. Respire un peu. Respire un peu, là. L'avion va voler pareil sans toi, chum. Okay. Ben, toi, tu n'iras pas travailler, puis ta musique va pas voyager. Non. T'as parlé de français. Le punk français, je l'ai découvert sur le tard. Tu sais, j'ai connu Beru, mais j'écoutais pas d'autres bands. Beru, les Shérifs, mettons. Mais à part de ça, je connaissais rien d'autre. Et c'est dernièrement que j'ai recommencé à essayer de découvrir le punk. Je trouve qu'il y a une belle scène début 90 en France, fin 80, qui est elle est radicale, là, mais radicale gauche, là. Ben oui. Et Beru, c'est quand même radicale gauche. Ben oui. Mais elle est là-bas, très intéressante. Mais après, moi, j'ai tourné souvent en Europe, là, j'y retourne là, en juin. Puis là-bas, la situation est comme l'organisation des événements culturels en général, c'est différent. Puis comme, tu sais, je me rappelle, ma première tournée en Europe, c'était en 2016, puis on rentrait dans des salles de show qui sont comme des espèces de... Ils appellent ça des squats des fois, mais c'est comme des lieux culturels, des bâtisses abandonnées qui en font des lieux culturels. Puis là, on se fait demander... est-ce que vous êtes fasciste à l'entrée genre du truc, puis on est genre moi puis Vinny, mon drummer, on se regarde quand, hein? Ben j'ai un fond là. On était comme genre, puis c'est en allemand que c'était show là, puis on a dit une affaire comme we're from Canada, we don't even know what fascism is. On était comme puis là, les gars ils ont fait OK, puis nous ont laissé rentrer, mais c'était comme vraiment genre une suite un baptême de feu pour genre le reste, parce qu'après ça, par la suite, tu te promènes partout, puis tu vois les gens parler de fascisme, puis parler des dangers genre idéologiques en Europe, puis tu sais comme... Mais c'est un autre... c'est ça, nous, le punk rock nous divertit là-bas, c'est autre chose. Ouais. C'est pour ça qu'il est plus radical. Tu sais, nous... On a grandi en faisant des kickflips en arrière dans les dépanneurs. Fait écouter Ten Football, à faire comme oh mon Dieu, c'est tellement bon ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Tellement bon la musique, ça va vite. Mais t'arrives là-bas. C'est un marginal. Oui, c'est ça. Et t'arrives là-bas et c'est carrément autre chose. Et moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, mettons les Gogoles Bordelot qui, à l'époque, jouaient dans des estis de place trash où du monde leur lançait des cocktails Molotov. Pour moi, ça, je suis comme man, c'est insane. À quel point ta musique, elle revendique au point où elle dérange parce que tu prônes, mettons, justement. Le drapeau de la fierté en spectacle, puis le monde te pitch des trucs dessus. C'est fou. Mais c'est que ça devient un acte politique, cette musique-là. Puis c'est ça que j'aime aussi. Même si elle est radicale, puis tantôt j'ai dit que j'aimais pas ce qui était radical, mais ça me plaît pareil. Ouais. En 2019, on avait joué un show avec Guérilla Poubelle à Clermont-Ferrand. Il existe encore? Ouais. Oh. Puis on est arrivé au show, puis l'organisateur nous a dit on a eu des tu sais, genre des... On s'est fait dire qu'il allait y avoir des fascistes qui allaient venir au show ce soir. Ça fait que, comme, faites attention, puis tout. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, ils peuvent arriver avec des couteaux, des trucs de même, puis ils peuvent se mettre à stabber des gens. Puis là, j'étais comme, est-ce que ça se peut qu'il arrive avec des guns? Puis tout, puis comme, c'est pas ça serait vraiment très exceptionnel qu'il arrive avec des guns. Là. C'est plutôt genre des barres à clous, des affaires de même. Puis là, on était comme sur l'espèce de qui-vive, genre jusqu'au début du show, parce qu'on était comme, OK, tu sais, genre les gens ils rentrent, puis on regardait les gens, puis tu sais, Guérilla Poubelle, ça attire beaucoup de monde dans les shows en France. C'était comme dans une petite salle où il y avait genre 250-300 personnes, mais pack. C'était comme, je me rappelle avoir joué le show, puis regarder la crowd, puis être un peu en mode. Quelqu'un qui va me pitcher de quoi? Y a quelqu'un, qu'est-ce qui va se. Mais ça devrait pas, tu sais, genre, pour pas sentir en sécurité quand tu montes sur scène, tu sais, puis malheureusement, ben, tu sais.
des courants comme ça. Au final, je sentais que j'étais correct, là, mais c'était juste genre, j'avais la petite crainte. Le petit edge. Mais tu sais, rappelle-toi, les Bérus, justement, qui avaient peur des fachos dans leur spectacle, qui n'avaient pas peur des fachos dans leur spectacle, même qui incitaient leur foule à se défendre. Tu sais, t'écoutes certaines de leurs paroles où ils disent, tu sais, s'ils sont là, on leur tombe dessus. Mais fuck, que c'est en même temps, tu sais. NoFX, dans leur biographie, excuse-moi, je t'ai coupé, mais NoF, dans leur biographie, aussi explique qu'à leur début, ils montaient sur scène, il y avait des menaces, genre à LA, il y avait plein de clans de différents dans le monde. Eux autres, ils montaient pareil sur scène, puis ils se battaient, s'il y avait quoi que ce soit. Henry Rollins, pétait des gueules, lui, en show, justement. Puis imagine la fille, tu sais, qui jouait de la bass là-dedans, dans ces années-là, dans le début des années 80, tu sais, puis que. Ah ouais, c'était la. Bikini Kill, le monde leur crachait dessus, tu sais, puis les filles continuaient à jouer. Je me dis comment c'était cœur, hein, comment c'est. Si ton idéologie dépasse ta musique quand t'es sur une scène, là, puis t'essaies de chanter, puis le monde te lance des choses, t'as des gars qui te crachent dessus, puis tu continues à chanter parce que tu crois en ce que tu dis. C'est fou. C'est au-delà de l'art pour moi, là. C'est vraiment un geste politique. C'est ce qui me plaît dans cette musique-là. Ouais. Mais que je retrouve aussi dans certains types de rap français, comme à la Kenny Arcana, ou dans. Il y a beaucoup de rap français très engagés. Moi, j'aimais beaucoup Oxmo Puccino. Je suis encore un gros fan d'Oxmo, ouais. Voyons, Hocus Pocus. Ah, je connais pas Hocus Pocus. C'est vraiment fucking bon. Non, c'est trois sorcières. Il y a un chat qui parle un moment donné. Non, Hocus Pocus, c'est un rappeur, puis il fait ses beats, puis les textes sont débiles. Mais il a fait une tune avec Oxmo Puccino aussi, qui est excellente. Tu connais ça en rap français? Ouais, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de punk rock et de rap français. Mais les deux se rejoignent beaucoup, où ça revendique à peu près la même. Oui, avec la FF. Mais c'est que c'est un type de musique qui venait. Qui disait les mêmes choses que ce que le punk rock disait, qui revendique les mêmes choses, l'égalité des sexes, la liberté d'expression, c'est souvent des gens de gauche. C'est ça. C'est ça. C'est juste qu'ils viennent d'un quartier qui est pas le même que toi t'as grandi, ou t'as grandi avec une guitare, lui il a grandi avec un beatmaker, tu sais. Mais au final, je trouve ça le fun de voir que... Ils ont les mêmes causes, puis... Exact. Puis tu vas les voir en show, puis ils ont les mêmes... Mettons, ils finissent un track, puis souvent, ça va être les mêmes choses que le band punk va dire. C'est juste qu'ils sont pas habillés pareil. Puis, tu sais, je veux dire... Mais la chanson de I Am Dangerous, là. Tu sais, eux autres, ils étaient sous écoute, le gouvernement, là, parce que, justement, les autres, ils revendiquaient des choses, puis ils parlaient contre le gouvernement, puis ils étaient considérés comme des criminels, puis cette track-là est débile, là, tu sais. T'es comme... Mais il y a une chanson, si tu veux, là. Moi, Medine, je recommande fortement, là, à tout le monde qui aime le punk, de l'écouter du Medine. Moi, je trouve que c'est le meilleur rappeur français. Okay. Ouais. Je trouve que dans les 20 dernières années, il n'y a rien qui l'approche. Je connais juste un rappeur français, puis c'est Orelsan. On est loin d'Orelsan. Mais malgré le fait qu'ils ont fait un track ensemble, Medine et Orelsan, mais c'est pas dans le même style que ce qu'il fait habituellement. Mais Medine et tout ce qui est Enfant de la guerre, là, que ça s'appelle, c'est que sur chacun de ses albums, il fait une chanson qui s'appelle Enfant de la guerre. Et il raconte au point de vue au jeu, comme s'il avait vécu, mettons, ce truc-là, comme s'il était Kunta Kinte, qui s'était rebellé contre l'esclavagisme, les esclavagistes. Et Medine... c'est où je m'en allais avec ça? Shit, que je pars tout dans mes idées. Je vieillis, man. Je commence une phrase, mon cerveau fait... Mais bref, je recommande fortement, si t'aimes les paroles engagées et les bons beats, Medine, ça déménage. Ça. Dernière question. Peut-être pas dernière question. Mais moi, je veux savoir, là, le stand-up, est-ce que tu vas recommencer? Tant que la situation avec mon fils sera pas réglée, je peux pas me permettre de partir en tournée. Je peux pas me permettre d'aller faire des shows et je n'ai pas de plaisir à les faire. C'était ça le plus important, c'était que quand j'étais en rodage et que Xaï était à l'hôpital, je n'avais aucun plaisir à monter sur scène, faire rire du monde pendant que mon gars est malade. Toi, t'étais supposé... T'as-tu sorti un one-man show? Oui, j'étais en rodage. Pendant la pandémie? On l'a annoncé et 6 heures plus tard, j'apprenais que mon gars avait un cancer du cerveau. C'est l'enfer. Ah, OK. De ma conférence de presse à... C'était-tu durant la pandémie, ça, cette annonce-là? C'était 6 mois avant la pandémie. Ah ouais, fuck. Et on venait d'annoncer, comme, mettons... Je me rappelle plus des dates, mais mettons 200 dates de tournée, exemple, genre sur 4 ans. Je me rappelle plus le nombre de dates. Et je fais ma conférence de presse et la journée même, pendant que je suis en entrevue, je reçois un texto de mon ex qui me dit je viens de rentrer à l'hôpital, Xavier fait pas bien, viens nous rejoindre. Fait que je suis parti les rejoindre, puis on a appris que Xavier avait une tumeur au cerveau, puis que c'était super dangereux. Et à partir de là, Xavier s'est fait opérer au cerveau, il y a eu des traitements, et on a déplacé de 6 mois toutes mes dates. Mais moi, l'affaire, c'est que je venais d'annuler la radio, je venais d'annuler tous mes projets pour me concentrer sur... Parce que je m'étais toujours dit, si je fais une tournée le soir
et que j'ai des enfants à élever, je peux pas me lever à 3 heures le matin et aller faire de la radio et ne pas dormir. Non, et je veux être un bon père et aussi un bon artiste. Puis la paternité va toujours passer, ma parentalité va toujours passer devant tout projet. Et la compagnie de production, les producteurs et les diffuseurs, tout le monde a compris ma situation. Tout le monde était vraiment le genre, j'ai rien à dire. Tout le monde a déplacé les dates de 6 mois. Mettons, un jeudi du mois de mars, je suis en répétition, je recommence les répétitions pour mon show qui commence le dimanche soir. Parce que j'avais pas des belles journées vu que quand tu déplaces tes dates, toutes les belles dates sont prises, là. Les autres humoristes, les autres artistes, les musiciens, ils ont les jeudis, vendredis, samedis, fait que tu vas jouer les lundis soirs et les dimanches soirs, là, dans les salles. Fait que je jouais le dimanche soir, et le jeudi, je suis en répétition. C'était ma première répétition officielle. Xav venait d'avoir des beaux résultats à l'hôpital. Fait que là, j'étais comme, OK, je peux partir en tournée. Et c'est la même journée que la pandémie a été. Là, on a reporté de 2 semaines. Je sais pas si vous vous rappelez, au début, c'était juste 2 semaines. On va fermer tout ça pour 2 semaines. Ouais, on a reporté de 2 semaines. On a annulé les dates des 2 prochaines semaines. Puis on a dit on va les remettre à la fin de la tournée. Et est arrivé qu'on a poussé les dates. Et là, je disais à mon gérant, moi, j'y arriverai pas. Ça fait 6 mois que je travaille pas. J'ai pas d'aide financière. J'ai refusé la radio, j'ai refusé la télé, j'ai refusé tout, là. Genre, je misais sur ce spectacle-là. Puis on avait beaucoup de billets, on avait des billets vendus. Fait que moi, je savais que, genre, j'allais avoir un chèque, mais il fallait que j'y fasse ces spectacles, tu sais. Et finalement, on connaît tous l'histoire de la pandémie, hein. On est parti en confinement, on est revenu. Ce jour-là, t'as-tu fini par le... Non, mais c'est ça, là. Attends, là. J'ai fait une quarantaine de dates en rodage, parce qu'il faut que tu le rodes, le show, tu sais, un show d'humour, tu rodes avant. Comme notre podcast qui est en rodage. Ouais, notre podcast est en rodage. Vous êtes en rodage, parfait. Et là, je rodais, tu sais. Je prenais des notes tous les soirs, j'ajustais mes numéros. Et il y a un examen de routine avec Za, à un moment donné, genre au mois de juillet, à Sainte-Justine. On s'en va là, il passe ses scans, tout, et c'est revenu. Il y a eu une récidive. Et le soir même, je suis en show à Laval. Fait que lui, il part avec sa mère. Moi, je m'en vais à Celle-André-Mathieu. Et sur scène, après 3 minutes, je disais à tout le monde, je décalisse. J'ai pas de plaisir à faire ça. J'allais pleurer dans la loge. Puis je disais à mon technicien, comment tu veux que je monte sur scène, man? Mon gars est avec sa mère à la maison, man. Il y a une récidive. Il faut qu'il se fasse opérer à la colonne vertébrale dans une semaine. Qu'est-ce que je crisse sur une scène à essayer de faire? Pourquoi je ferais rire 300 personnes, qui ont des masques, puis genre, à 2 bandes de distance? C'est une calice de merde. Là, je sacrais, puis j'étais fâché, puis j'étais comme. Je suis sorti de la salle de spectacle, puis j'ai appelé mon gérant, puis j'ai fait, c'est fini, cette affaire-là. Puis attends, là, la poussière va retomber. On va repousser les dates encore. On a repoussé les dates. Fait que là, ça faisait 5 fois qu'on repoussait les dates parce que moi, j'avais non seulement la pandémie, mais j'avais le cancer de mon fils. Fait que là, on repoussait, mais les gens étaient tellement fins. Personne ou presque se faisait rembourser leur billet. Tout le monde m'écrivait, hey, on se fait pas rembourser, on sait qu'un jour tu vas le sortir, ce spectacle-là. Fait qu'avec en 1 an et demi, au lieu de faire, mettons, 100 spectacles, j'ai pu en faire 40. Et, Xavier a eu une autre récidive encore, au cerveau. Là, j'ai fait, OK, j'ai appelé mon gérant, je suis sorti de l'hôpital, puis j'ai fait, tu tires la plug, on annule le show. Désolé, combien qu'on doit pour les, je sais pas combien de milliers de posters, la pub, la promo, les pubs télé, la pub, tout, et la boîte. Puis je tiens à les remercier publiquement. Entourage, qui produisent beaucoup d'humour et de télé au Québec, ont été Eric Young et Bibi. Ce que tout être humain devrait être, c'est que quand moi j'ai dit combien je vous dois pour la prod, puis vous savez qu'un show, ça coûte de l'argent. Et de la pub dans les journaux, ça coûte de l'argent. Puis ils nous ont dit, rembourse-nous l'avance qu'on te fait seulement de ton salaire. Fait que j'ai fait, OK. Puis j'ai dit, c'est tout? Genre, ils ont fait, ce que tu vis est tellement de la merde. C'est sûr que ça les a fait chier, eux autres, là, de se retourner puis de devoir appeler toutes les salles de spectacle. On annule. Ah ouais, mais si tu reportais, à toutes les fois, tu rebooké 100 quelques spectacles. C'est énorme. Tellement énorme. C'est tellement de job. Combien ça leur a coûté en employé? Combien ça leur a coûté? Puis j'étais comme, man, combien je dois leur devoir 200 000? Si ça n'a pas de sens, je vais faire faillite. Et ils ont juste fait, rembourse-nous ce qu'on t'avait donné, genre, au début, là, la valoir. C'est tout ce qu'on te demande. Les salaires des writers, là, ils ont tout pris sur leurs épaules. J'ai fait, j'imagine qu'après ça, toi, tu les aimes pas mal, eux. C'est comme ça. Je les aime, là, puis je les dis à sous-écoute, je les dis à une couple de places. Il s'en fait peu des humains comme ça. Mais c'est quoi, Eric Young arrive de quel milieu? C'est un gars qui produit des shows de punk. Ben oui, c'est à Trois-Rivières. C'est un gars de Trois-Rivières. Effectivement. Fait que tu vois que c'est le genre de dude que j'aurais pas eu ça peut-être dans d'autres boîtes. Non, ben c'est ça que je trouve cool, justement, des punks infiltrés dans la...
dans le mainstream, puis qu'ils ont des valeurs, puis crime, c'est rare de voir ça dans le show business, de genre comme. Tout le monde veut avoir son argent, puis là, Non, de faire, on va mettre ça sur les assurances, on va essayer de le passer là, on va le dépasser, on va mettre en dépense parce que tu étais en 2 pour 1 avec un spectacle avec tel artiste, on va mettre ça sur les pertes, Et il y a plein de gens qui se sont pas fait rembourser puis qui ont dit, ben, si ça peut t'aider à couvrir tous les frais, puis il y a des milliers de personnes qui se sont jamais fait rembourser. J'étais comme, non, mais faites-vous rembourser, là, c'est votre argent, on est en pleine pandémie. Puis bref, j'ai eu une solidarité là, envers les gens, la production, tout le monde. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est je les ai rappelés, puis ça va être annoncé prochainement. Je sais pas quand est-ce que le balado sort, mais je peux quand même le dire. Mais j'ai croisé Adib dans un enterrement, puis on s'est mis à parler, puis il venait de sortir son livre avec ses textes. Ouais. Là, j'ai fait, c'est tellement une bonne idée que t'aies fait ça, nanana. Moi, mes textes, ils dorment dans mon ordi, puis il fait, pourquoi tu le fais pas? Christ, t'as raison, pourquoi je le fais pas? That's it. Fait que là, je suis en train de travailler le livre. Ah, ouais, nice. Fait que, puis il va y avoir pour que ça soit agréable à lire, là, parce que il a juste été fait 40 fois, le spectacle. Mais il va y avoir aussi de la biographie, l'histoire du show, tout ce que j'ai raconté. Nice. Tous les coulisses de. Fait que ça va sortir au. On aimerait ça sortir à l'automne. OK. Fait que je suis là-dessus en ce moment. On est en train de. Cool. Je le finalise là. On est en train de faire le cover. Il est très punk. Vous allez voir. Nice. Il est très, très, très punk. Cool. Puis il est très trash. Nice. Les dessins dedans, tout c'est. Je me suis inspiré un peu d'un fameux cover des Ramones. Ah ouais? Dessiné à la main. OK. Pour la couverture du livre. Ah, ben là, j'ai hâte de voir ça. Ouais, moi tout. Un beau gros livre qui raconte l'histoire du show et tous les textes du show. Puis je mets même les textes que j'avais jetés. Ah, c'est Je sais pourquoi est-ce que j'achète. Ah, c'est vraiment cool. Pour lequel je suis pas d'accord. Tu sais, mettons que il y a un numéro que je trouve qui veut rien dire, mais il faisait rire tout le monde. Fait que je faisais juste un rappel. Puis ce numéro, pour elle, c'est une histoire d'intolérance au lactose. C'est de la merde. Tu sais, c'est pas les jokes de caca. Ouais, c'est vraiment de la merde. Es-tu intolérant au lactose? Ouais, solide. Moi, je suis solide. Ouais, je suis le capitaine de l'équipe, là, genre. Genre, tu peux pas manger une poutine? Si je mange une poutine. Pas des lactates ou. Ben oui, puis même encore, trouve-moi une toilette de Sergaz pas loin, là, tu sais. OK. Va falloir que je vomisse coucher, tu manges du fromage quand même des fois. Le moins possible, là, mais j'essaie de couper le lait et le fromage. Mais. Est-ce qu'on termine avec la question qui pue? Ouais, c'est l'heure de la question. Justement, tant qu'à parler de. Ouais, justement, on est dedans, là. La question qui pue, improvisée. C'est mature, hein? Oui, c'est très mature. Très mature. T'en as-tu une? Ou Ouais. OK. T'en as-tu une, toi? J'en ai une poche, mais vas-y avec ta bonne. Ben, moi, je pense qu'elle est poche aussi. C'est bon, 2 poches. Deux poches, bonne. on va faire poches. une bonne. Un négatif ou un positif, hein, tu te rappelles? OK, la question qui pue, est-ce que une BD de contrat de gars? Est-ce que vous Autant, feriez? alors. C'est quelque chose qu'on a déjà pensé. Les sortir de ce qui était. Ma crainte. Et je dis pas que j'ai raison, mais je pense que oui. Je crois que Contrat de gars est moins bon que ce que les gens ont en souvenir. Yes. C'est un peu comme le film. Moi, j'en ai réécouté, puis je suis comme, non, c'était excellent. Hey, contrat de Gwyn. Oh, Ça a déjà été, Ça a été fait. Mais ça, je dis, là, je m'en ai. Ouais. L'épisode contrat de Gwyn. Avec Corinne Côté, c'est qui l'ont fait? Mélanie Dubreuil. C'était toute la gang du Girly Show à Montréal. T'as Corinne Côté, Mélanie Dubreuil, Nadine Massy. Hey, c'était tellement bon, ça. très Ça, drôle. là, C'était cet très épisode-là, moi, je pense que c'est mon épisode préféré. Ouais, c'était très, très drôle. Contrat de Gwyn. Je pense que c'est comme le film Slapshot. C'est drôle parce que c'était dans les années 70. Je pense que si les suites sont pas bonnes, Ouais. puis pourtant on cale des shots encore du film Slapshot qu'on trouve drôle, mais je pense que Contre le gars est bien là où il est. Ben souvent, c'est ça. Dans les Ouais. œuvres, en général, je pense que, tu sais, comme des bands, tu peux te tirer sa plug pendant que c'est encore bon ou pendant l'époque que c'est. Puis des fois, quand tu essaies de faire des rip-offs. Exactement. J'aime mieux le laisser où il est. Par contre, sans vouloir rien annoncer, il pourrait y avoir des goodies qui sortent prochainement Oh yeah! pour fêter, genre, Ah, ça, c'est le fun. Les 15 ans. 15. Mais c'est les 16, puis c'est ça qu'on trouve drôle. Ah, Nice. Chris, c'est bon. Nice. Bon. C'est que c'est pas un chiffron. Bon, ben, c'est Mais cool, ça. stay tuned, il va y avoir quelque chose de full d'horreur qui va sortir prochainement. Nice. Ça va être une édition limitée. Puis, mais non, côté histoire, côté tout, côté contenu, Contre de gars est bien là où il est.
Parfait, ça. T'as-tu des trucs à plugger pour la fin à part J'ai ton livre? 1000 affaires à plugger. J'ai le livre qui va sortir éventuellement. Stay tuned parce que les promos vont bientôt sortir puis il va sûrement avoir des préventes. Puis ça va m'aider à rembourser ma marge de crédit que j'ai depuis la crise de pandémie puis finir de payer mes taxes. Que je paye en retard à cause de la pandémie. J'anime 3 beaux shows télé en ce moment. J'ai un show, show à Télé-Québec qui s'appelle Au-delà du sexe. Ah ouais? Que vous pouvez aller regarder en rattrapage. J'anime ça je co-anime ça avec Rosamie Automne-Témorin, qui est la meilleure animatrice, je pense, au Québec et une des femmes les plus inspirantes au Québec. Et j'ai la chance de co-animer à ses côtés. Puis c'est difficile de co-animer quand quelqu'un à côté de toi est aussi inspirant. C'est pareil. Ouais. C'est pareil. T'es tout le temps là en train de regarder. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Fait que, bref, vous pouvez aller sur le site de Télé-Québec. Je pense qu'on a 13 épisodes qui sont sortis. Puis je suis très fier de ce projet-là. Vraiment. Tu parles de trucs inclusifs. Tu parles de... C'est vraiment un beau projet. J'ai un autre show télé que j'aime beaucoup, dont je suis fier, qui s'appelle La Guerre du Web, qui est à TV5, qui est sur Uni TV5 et qui est à la télé sur Uni, mais en rattrapage sur Uni TV5. Si vous êtes genre à scroller et passer vos journées à regarder des memes, c'est ça, mais dit par des artistes puis ils se font des battles de memes puis de vidéos. C'est drôle. C'est vraiment drôle parce que moi, c'est rare, j'écoute la télé, mais je vois la télé puis c'est ça que je jouais puis c'était Charles Deschamps puis Anthony Rémillard. J'étais comme yes! Les boys sont venus du Gang Show. C'était vraiment bon. On a vraiment des beaux invités, honnêtement. Ils sont rares les gens qui ont dit non, là, puis on essaie d'aller chercher de tous âges, tous styles confondus. Je peux autant avoir Alain Choquette que Élise Marquis que Antoine et Chuck, tu sais, j'essaie d'aller chercher, pas moi, mais ce que je propose, c'est faut plaire à tout le monde puis la télé évoluer. Et j'ai un nouveau show qui va sortir sur Historia, un documentaire. Historia? Ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu être prof d'histoire quand j'étais kid. Là, je voulais être Indiana Jones, là, tu sais. Puis là, j'ai pu faire un documentaire ça va être annoncé pour Joe Roberge. Indiana Joe Roberge. Cool. Puis j'ai ça qui sort prochainement. Puis sinon, d'autres beaux projets, genre sur audio, des balados. Bon, on va suivre ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous autres. On n'a pas tant parlé de punk en plus. C'est ça qui est punk. C'est ça qui est punk. Yes, merci. Merci à vous autres. Merci. C'est très cool.